Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'argile. J'ai écrit un article récemment sur l'argile sur mon site internet thecandidatslayer.com, donc je vous recommande d'aller voir mon site. Aujourd'hui on va parler de l'argile mais de manière très rapide, assez superficielle. Si vous voulez plus de détails sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui, allez voir mon site et vous verrez que tout est détaillé. Et pour les sources, j'ai listé aussi sous mon article. Donc voilà ce dont on va parler. Qu'est-ce que l'argile, les différents types d'argile, l'utilisation humaine à travers l'histoire, les animaux et l'argile, les propriétés de l'argile et la posologie, notamment pour les infections au candida, et les contre-indications. L'argile, c'est une roche silicatée fractionnée en des milliards de morceaux, des molécules de 2 microns, ce qui lui donne en fait ces propriétés dont on va parler. L'argile, c'est 15% de la croûte terrestre. On trouve de l'argile partout où il y a de l'eau ou partout où il y a eu de l'eau. Donc les argiles peuvent avoir différentes couleurs selon les minéraux qui la composent et notamment les oxydes de fer, notamment l'oxyde de fer Fe3+, qui donnera des couleurs plus rougeâtres, orangées, et Fe2+, qui donnera des couleurs plus bleutées, verdâtres. Et sinon l'argile blanche, c'est une argile très diluée avec peu de minéraux, donc c'est le cas de la kaolinite. En ce qui concerne la composition chimique, donc en fait l'argile c'est principalement composé de silice et d'aluminium, on les appelle d'ailleurs les silicates d'aluminium, mais c'est également composé de nombreux autres minéraux que vous voyez dans ce tableau, du fer, du magnésium, du calcium, etc. N'hésitez pas à faire pause pour voir un peu plus en détail tout ça, je vais assez vite pour pas mettre 1000 ans à faire cette vidéo et pour pas vous ennuyer et vous endormir. Donc ici vous voyez une photo d'une particule d'argile, on voit qu'en fait l'argile c'est une succession de petits feuillets. Les argiles font partie des phyllosilicates. Phyllosilicates, ça veut dire que c'est des feuillets, structure feuilletée. Et donc c'est cette structure feuilletée qui donne à l'argile son fort pouvoir absorbant et adsorbant. Donc on le voit ici avec ce schéma, donc en fait on voit les différents feuillets et on voit la charge négative, donc les feuillets d'argile sont principalement chargés négativement, ce qui fait qu'ils attirent des ions positifs, c'est ce qu'on appelle l'adsorption. Donc la différence entre l'absorption et l'adsorption, l'argile est absorbant et adsorbant. Absorbant, ça signifie qu'elle absorbe les liquides comme une éponge, et adsorbant, ça signifie qu'elle attire certaines substances comme des aimants par polarisation ionique. Ici on le voit par exemple, le complexe argilo-humique qui est chargé négativement sur ses bords va attirer les ions positifs comme le potassium, le magnésium, le calcium, etc. On va parler de différents types d'argiles, les argiles principales. On ne va pas parler de toutes les sortes d'argiles parce qu'il y en a des dizaines. On va parler principalement des smectites, de la kaolinite, de l'hélite, de la tapulgite et des sépiolites. Ici vous voyez un schéma que je ne vais pas détailler, encore une fois vous pouvez mettre pause pour voir les détails. Donc on voit les différentes familles, la famille des silicates dans lesquelles on a les zéolites dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui fonctionnent sur le même principe que l'argile. Ensuite les phyllosilicates dans lesquels on a kaolinite, montmorillonite, illite. Si on redescend encore plus précisément, on va parler donc de quelques-unes de ces argiles, celles les plus courantes que vous croiserez autour de vous dans les différents magasins. Ici pour comprendre le fonctionnement des argiles, on va parler un petit peu de la structure des argiles qui donnent leurs propriétés. Donc on va parler principalement de deux types d'argile, avec le type de 2 couches et le type de 3 couches. Les 2 couches, c'est la kaolinite, comme vous le voyez en rouge, ça représente la couche de silice, et en vert, ça représente la couche d'aluminium. Les 3 couches, c'est 2 couches de silice qui prennent en sandwich une couche d'aluminium, et donc ça ce sont les smectites, qui sont généralement des argiles de couleur verte. Les 2 couches, c'est une couche de silice et une couche d'aluminium, ça ce sont les kaolinites. On va commencer par les smectites. Les smectites, ça comprend la montmorillonite et la bentonite. Les smectites, comme on le disait, c'est une couche d'alumine prise en sandwich entre 2 couches de silice, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Vous voyez la structure d'un feuillet, donc c'est silice, alumine, silice. Les smectites sont généralement de couleur verte. 1 gramme de smectite peut couvrir 100 mètres carrés d'intestin. Et si on sépare et qu'on étale tous les feuillets les uns à côté des autres, 1 gramme peut couvrir 845 mètres carrés. On va voir que comparé aux autres types d'argile, les smectites sont les plus puissantes. Donc dans les smectites, on a dit on a la montmorillonite. Donc la montmorillonite, le nom vient du village de Montmorillon en France, c'est là où elle a été découverte. Donc la capacité d'échange de cations, c'est une mesure qui permet de mesurer la puissance d'absorption des différentes argiles. Pour la montmorillonite, on a une capacité d'échange de cations de 100 mecs par 100 grammes. Elle est très absorbante et elle est généralement de couleur verte.
La bentonite, toujours dans les smectites, donc en fait la bentonite c'est l'autre nom donné par les anglophones à la montmorillonite. En fait la bentonite c'est composé principalement de montmorillonite, ce qui veut dire qu'en fait la bentonite elle est impure. Si on veut acheter une smectite, on va d'abord chercher une montmorillonite et si on ne trouve pas de montmorillonite, on cherchera une bentonite. On a principalement deux types de bentonite, on a le sodium bentonite et le calcium bentonite. La principale différence entre ces deux, sans aller dans les détails, c'est que la sodium bentonite, elle est très absorbante, beaucoup plus que la calcium bentonite. Généralement, pour les soins du corps, c'est la calcium bentonite qu'on prend. Et la sodium bentonite, elle est surtout utilisée dans l'industrie. Comme elle gonfle beaucoup, elle est utilisée pour boucher les trous des routes, pour boucher des mares, des choses comme ça. On peut l'utiliser en petite quantité pour le corps, mais en fait, elle va être très agressive et trop absorbante. Si on l'avale, elle risque de causer des constipations. Sur la peau, elle peut causer des irritations parce qu'elle est trop absorbante. Et elle a un pH très haut aussi, alors que la peau, elle a un pH plutôt acide. Le nom bentonite, ça vient de Fort Benton aux États-Unis où elle a été trouvée. La kaolinite, le nom vient du chinois gaoling, qui veut dire colline haute, et c'est une région où la kaolinite a été découverte et où elle a été utilisée pour la fabrication de la porcelaine. La kaolinite, contrairement au smectite, elle est composée que de deux couches, comme on a vu au début, une couche de silice et une couche d'alumine. La capacité d'échange de cations de la kaolinite est bien moindre que celle de la montmorillonite, elle est de 2 à 10 mecs par 100 grammes. Et on a vu que les smectites, c'était environ 100 mecs par 100 grammes. Vous voyez une grosse différence. Sa surface totale n'est que de 10 à 30 mètres carrés par gramme, alors que les smectites, c'était entre 100 et 800, plus de 800 mètres carrés, si on étale bien tous les feuillets. La kaolinite, elle est de couleur blanche ou très claire généralement. Elle a un pH neutre en fait, beaucoup plus bas que les smectites, ce qui en fait une argile très douce. Et elle est très peu absorbante. Donc elle sera beaucoup mieux tolérée pour les peaux sensibles, par exemple, mais on en parlera un peu plus tard. Lilith. Lilith, le nom vient de la région de l'Illinois aux USA où elle a été découverte. C'est une espèce minérale qu'on peut qualifier d'intermédiaire entre les smectites et les kaolinites. La surface totale d'une lilith est de 100 à 175 mètres carrés pour 1 gramme et la capacité d'échange de cations est de 10 à 40 mecs par 100 grammes. Et l'lilith, sa particularité comparée aux smectites, elle est proche dans sa structure des smectites. La grande différence, c'est que les liaisons entre les différents paquets de feuillets, c'est des liaisons de potassium, ce qui en fait que ces ions sont peu facilement échangeables, ce qui fait qu'elles ne gonflent pas autant et elle n'est pas aussi puissante que les smectites. La tapulgite et la paligorskite et les sépiolites, en fait, tout ça c'est très similaire. En fait, la tapulgite et la paligorskite, c'est deux noms différents pour la même chose. Et sépiolite, en fait, c'est très similaire à la tapulgite. Je vais juste dire atapulgite et je vais pas dire paligorskite, mais c'est la même chose, ces deux-là. La principale différence, c'est sa structure. Comme vous voyez sur la photo, c'est pas une structure en feuillet, c'est des fibres. Et comme vous le voyez sur le schéma en haut, c'est une structure de tunnel, en briques et de tunnels. Les cations seront absorbées dans ces tunnels, au lieu d'être absorbées sur les feuillets et entre les feuillets, en ce qui concerne les autres argiles dont on a parlé tout à l'heure. Ces argiles-là ne gonflent pas, ce qui fait qu'elles sont très intéressantes pour certaines utilisations. Donc elles sont utilisées principalement pour les litières de chat, les nettoyages du sol, comme support pour les granulés de pesticides et herbicides. Ça a une surface très importante de 394 mètres carrés par gramme et la capacité d'échange de cations est entre 10 et 50 mecs par 100 grammes. Donc on va pas parler plus de ces argiles-là puisque en fait elles sont assez peu courantes. En tout cas on va pas s'en servir souvent pour les soins du corps. Donc maintenant en ce qui concerne l'histoire, l'argile à travers l'histoire, comment les hommes s'en sont servis à travers l'histoire. Là je vais aller plutôt rapidement, donc on parle de l'argile depuis des milliers d'années, on en parle dans la Bible, dans la mythologie grecque également. On trouve des mentions de l'argile dans l'ancienne Égypte. L'argile était utilisée pour soigner l'acidité gastrique. On sait aussi que l'argile était utilisée pour la momification à cause de ses propriétés antiseptiques. Dans la mythologie gréco-romaine, Héphaïstos, chassé de l'Olympe par Zeus, tomba sur l'île de Lemnos et se fractura un membre qu'il guérit avec l'argile. Donc voilà, pour les Grecs, l'argile était couramment utilisée pour les fractures. Dioscoride, dans son ouvrage Materia Medica, préconisait l'argile en cas de vomissement de sang, comme antidote contre les morsures d'animaux, venimeux et les piqûres, et associé au vinaigre pour stopper les gonflements et les écoulements purulents. Pline l'Ancien parle aussi de l'argile pour les maux d'estomac et d'intestin, les poisons, les hémorragies et la beauté de la peau. Galien rapporta de l'île de Lemnos de la terra sigillata, une argile qui était extrêmement réputée dans tout le monde antique. Et il l'utilisait pour soigner les affections de l'estomac et des intestins, mais aussi contre la malaria. Et Marco
Marco Polo, il a aussi constaté l'effet antipaludéen de l'argile chez les pèlerins musulmans, donc voilà, contre la malaria, et c'est pour ça qu'on verra un peu plus tard que l'argile est recommandée aujourd'hui contre le vilain virus qui fait peur au monde entier. On sait que le traitement prescrit par un médecin marseillais est un traitement contre la malaria, et comme on sait que l'argile est aussi indiquée contre la malaria, elle est aussi indiquée contre ce vilain virus. Au Moyen-Âge, pendant les épidémies de peste, l'argile était indiquée comme remède. Louis XIV lui-même a utilisé l'argile par voie interne pour ses problèmes de fissures anales et d'hémorroïdes. Au XVIIIe siècle, l'argile est aussi indiquée contre énormément de choses. La fièvre maligne, la peste, la diarrhée, la dysenterie, les morsures de bêtes venimeuses, hémorragie, gonorrhée, pour les plaies, etc., etc. Pendant la Première Guerre mondiale, on dit que les Russes ajoutaient à leur moutarde de l'argile et que ça a permis à l'armée russe de ne pas être décimée par la dysenterie, au contraire des autres armées qui en étaient décimées. Et Jean Valnet, qui est un naturopathe qui a écrit de nombreux livres très intéressants, pense que notre usage actuel du sel et des eaux minérales n'est en définitive qu'une forme déguisée et plus raffinée de la simple ingestion de terre. Parlons maintenant un petit peu des animaux et de l'argile. On sait que les animaux utilisent la boue, l'argile, par voie externe et par voie interne. Les animaux d'instinct se baignent dans l'argile et mangent de l'argile. Il y a beaucoup d'animaux qui sont géophages. C'est avéré la géophagie chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, notamment chez les humains. Et seuls les carnivores stricts seraient exempts de géophagie. Dans la jungle amazonienne, tous les animaux mangent de l'argile, sauf le jaguar. Par contre, en Europe, le loup, le renard et le chien en mangent. Les animaux comme les humains choisissent soigneusement l'argile qu'ils consomment. Les éléphants notamment vont choisir seulement un gisement d'argile parmi 5 ou 6 autour d'eux. Et c'est la même chose chez les humains qui sont prêts à faire des kilomètres pour trouver un argile à leur goût, même s'il y a de l'argile juste à la sortie du village. Les perroquets harengs en Amazonie volent sur plusieurs kilomètres pour consommer à certaines périodes de l'année des argiles, parce qu'en fait à certaines périodes ils mangent des plantes, des fruits, des graines qui sont très riches en alcaloïdes et d'autres toxines qui rendent en fait ces plantes, ces graines très toxiques. S'ils ne mangeaient pas de l'argile, ces araignées ne pourraient pas manger ces plantes. Pour les macaques rhésus, on sait que les macaques sauvages sont géophages. Ils ont beaucoup de parasites, mais le fait de manger de l'argile ne leur donne pas de soucis intestinaux, de soucis de fatigue, alors que les mêmes macaques rhésus enfermés en zoo, qui n'ont pas accès à l'argile, ont beaucoup de problèmes à cause de ces parasites intestinaux qu'ils ont. On rajoute de l'argile dans la ration des animaux d'élevage, ça diminue leur mortalité, en particulier chez les animaux fragiles comme les lapins et les porcs. Maintenant, on va parler des propriétés et posologie de l'argile. Déjà, quel type d'argile on choisit? Donc on va choisir une argile qui est séchée au soleil, puis filtrée et ventilée. Donc la filtration et la ventilation, ça permet de séparer l'argile du sable. Et on va choisir une argile séchée au soleil et non pas cuite dans un four, puisque l'argile, en fait, chauffée dans les fours, c'est à une température trop haute. À cause de cette température trop haute, les argiles vont avoir moins de puissance. L'argile, comme on l'a vu, a des propriétés d'absorption et d'adsorption. Et ce sont ces propriétés d'absorption, mais surtout d'adsorption, qui donnent à l'argile ses vertus détoxifiantes. L'argile est majoritairement chargée négativement, et donc elle va absorber les toxiques chargés positivement. Comme on l'a vu, la puissance de l'adsorption d'argile est mesurée en CEC, capacité d'échange cationique. La plus faible, c'est la kaolinite, un peu plus forte l'illite et encore plus forte les smectites. L'argile a aussi des propriétés qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas constater ou prouver scientifiquement. Notamment, des recherches portent sur le rôle des argiles en tant que condensateur énergétique, car les charges portées par les feuillets superposés sont très proches mais ne se touchent pas. Il semblerait que les silicates d'alumine agissent à la manière de nos enzymes, orientant les molécules, facilitant leur rencontre tout en leur imposant une forme en 3D particulière dans un rôle de biocatalyseur. Le professeur Roturo disait: les argiles sont avant tout des matériaux qui s'adaptent en fonction de leur environnement. Jade Allègre dit que l'argile est vivante, ce pourquoi elle différencie ce qui est bon de ce qui est mauvais pour le corps. Par un phénomène encore inexpliqué, il semblerait qu'elle ait une affinité extraordinaire pour tout ce qui est étranger à l'organisme et ou toxique. Elle ne peut littéralement pas supporter la présence de la moindre impureté et n'aura de cesse que tout soit nettoyé. L'argile, tout comme les plantes médicinales, tout comme d'autres remèdes naturels comme... Tous ces remèdes-là ont une intelligence et agissent en symbiose avec le corps, en repérant ce qui est mauvais de ce qui est bon et en rétablissant l'équilibre. C'est quelque chose que la science n'arrive pas à expliquer, mais qui est prouvé par des milliers d'années d'utilisation et d'expérience.
Rentrons dans le vif du sujet. Donc l'argile qui a des propriétés antibactériennes. Comment? Alors l'argile ne va pas détruire les bactéries, ça ne tue pas les bactéries. Ce que fait l'argile, c'est qu'elle crée un gel qui va non seulement protéger les muqueuses des voies digestives, donc ce gel en fait va absorber les bactéries et les isoler et puis ensuite les entraîner avec les excréments à l'extérieur du corps. Donc c'est comme ça que l'argile a des propriétés antibactériennes, par des propriétés isolantes. L'argile absorbe aussi les toxines, hein, par exemple le vibrion du choléra. L'argile absorbe les virus. Par contre, l'argile n'est pas efficace contre les infections fongiques, mais elle absorbe les mycotoxines, donc les sous-produits des levures et champignons. L'argile est intéressante, évidemment, pour les personnes qui ont des infections à champignons, comme les infections au candida. L'argile décontamine l'eau souillée. Pour les gastrites, donc l'argile est très très bonne contre les gastrites, contre les problèmes d'estomac. L'argile libère dans l'estomac les ions positifs qui y sont attachés. Donc l'argile vient avec des ions positifs comme calcium, magnésium, zinc, etc. Une fois dans l'estomac, ces ions positifs sont relâchés et à la place de ces ions, l'argile va absorber les ions hydrogène du suc gastrique, ce qui va non seulement apporter des oligo-éléments au corps, mais en plus, ça va stopper les brûlures d'estomac. Pour les personnes qui ont des problèmes d'infection d'Helicobacter pylori, hein, qui serait la cause d'ulcères d'estomac, l'argile va aussi remédier à ce problème. L'argile va aussi soit stimuler la radioactivité pour les corps qui en sont déficitaires, ou l'absorber si elle est en excès. Plusieurs études ont montré que l'argile absorbait efficacement la radioactivité, notamment des études sur des vaches et sur des brebis qui ont montré que l'argile, malgré un apport trop important, un apport toxique de radionucléides, l'argile entraînait les radionucléides tout à travers le système digestif sans contaminer les animaux. Pareil pour les métaux lourds, comme le plomb, l'arsenic, le cadmium, le cuivre en excès, le mercure, qui seront absorbés par l'argile. Une petite histoire, en 1581, un voleur qui était condamné à mort a accepté de participer à une expérience. Il a dû consommer 6,4 grammes de chlorure de mercure, qui était 3 fois la dose mortelle, suivi de 4,3 grammes d'argile, et il a survécu. Il a eu mal au ventre apparemment, mais il a survécu. Il est reparti. Pour les produits chimiques, l'argile va absorber les pesticides, les herbicides dont le paraquat extrêmement toxique et le glyphosate, la strychnine qui était autrefois la mort au rat, et le fluor. Pour plus de détails, allez voir mon article sur mon site internet qui détaille un peu plus comment absorber le glyphosate et le fluor notamment. L'argile va aussi, comme on l'a vu, absorber non pas les produits chimiques, je l'ai mis dans cette diapositive, mais en fait va absorber des toxines végétales comme les alcaloïdes et les tanins qui sont des antinutriments. Pour les problèmes rénaux, notamment trop de créatinine dans le sang ou aussi pour la goutte, qui est principalement un problème de rein qui fonctionne insuffisamment. L'argile va aider ces deux problèmes. Vous pouvez faire pause pour lire un peu plus ou alors vous pouvez aller sur mon site pour voir un peu plus de détails. Pour les problèmes d'intestin, les infections intestinales, les allergies alimentaires, les colites, les ballonnements, les gaz, les intoxications alimentaires, la dysenterie, la diarrhée, les saignements aussi pour les personnes qui se retrouvent avec du sang dans les selles. Tout ça peut être traité à l'argile de manière tout à fait sûre et non toxique. Comment choisir son argile? On va choisir une argile séchée au soleil, filtrée et ventilée pour ne pas qu'il y ait trop de sable dans l'argile, sans additifs, idéalement conservée dans du papier ou du carton et non pas dans du métal ou du plastique, puisque le métal va changer l'électromagnétisme de l'argile et le plastique, en fait, l'argile peut absorber des toxines du plastique. On va choisir une argile de notre région, de préférence, qui agit plus en sympathie avec le corps qu'une argile qui vient de l'autre bout du monde. Et on va faire confiance à son corps, on va goûter différentes argiles et choisir celle qui nous paraît la meilleure au goût. Votre corps sait ce qu'il lui faut. Si vous êtes déficient en magnésium, par exemple, vous allez certainement trouver qu'une argile qui est riche en magnésium a meilleur goût que les autres. Une personne qui sera déficiente en fer va certainement trouver qu'une argile riche en fer sera plus à son goût. Faites confiance à votre corps, c'est quelque chose que je dis dans quasiment toutes mes vidéos. Écoutez votre corps, c'est votre meilleur guide. Comment prendre l'argile? Donc Raymond Dextré préconise une dose journalière moyenne d'une cuillère à café. Ça, c'est plutôt en cure. On prépare l'argile plusieurs heures à l'avance. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met une cuillère d'argile dans un verre d'eau et on laisse reposer pendant toute la nuit et on boit ça le matin. Si on fait ça, si on prend de l'argile 2 fois par jour, on fait ce que je viens de dire et aussi le matin, on prépare un verre d'argile qu'on boira le soir avant de se coucher. Jade Allègre, elle dit que si on laisse reposer au moins 5 ou 10 minutes, c'est déjà pas mal.
et qu'on n'a pas forcément besoin de faire reposer pendant des heures, 5 ou 10 minutes c'est bien. Pourquoi on fait reposer l'argile dans de l'eau avant de la consommer? Pourquoi on ne boit pas directement ou pourquoi on ne prend pas des comprimés d'argile comme ça, secs? C'est parce qu'en fait l'argile a besoin d'être hydratée avant d'être consommée pour créer des colloïdes et en fait c'est ces colloïdes qui vont avoir ces propriétés électromagnétiques dont on a parlé. Je vous laisse faire pause sur la diapo si vous voulez un peu plus de détails. Comment prendre l'argile en cas de constipation, en cas de nausée, en cas de maux de gorge, en cas de gencives inflammées. C'est tout détaillé si vous faites pause. Ou alors si vous allez lire l'article sur mon site. Pour une cure d'argile, on recommande de faire une première cure de 3 semaines, puis d'arrêter une semaine, et puis ensuite encore une fois 3 semaines, arrêter une semaine, et vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Jade Allègre, elle préconise l'utilisation des espèces 3 couches, c'est-à-dire les smectites et les ilites. Et elle recommande un dosage plus important que ce que recommande Raymond Dextré. Jade Allègre, elle recommande 300 mg par kilo de corps de poudre d'argile, ce qui fait environ une bonne grosse cuillère à soupe pour quelqu'un de 60 kg. La posologie, ici encore une fois vous pouvez faire pause ou aller voir sur mon site. Donc je ne vais pas tout détailler, mais pour diarrhée, gastro, un problème d'intestin, je vais donner les recommandations de Jade Allègre principalement. Donc elle recommande une cuillère à soupe 3 fois par jour. Pour les vers intestinaux, pour les adultes, 1 à 2 cuillères à soupe au coucher et à répéter plusieurs jours. Les intoxications par produits chimiques, on va plutôt prendre des argiles qui ne gonflent pas comme la tapugite, la zéolite ou alors le charbon actif. Pour le méchant virus dont on parle beaucoup en ce moment, on va prendre 2 à 3 cuillères à soupe 2 à 3 fois par jour quand on a le virus. Sinon, en prévention, 1 cuillère à soupe 2 fois par jour, de préférence matin et soir. En cas de tourista, on prend une cuillère à soupe dans un verre d'eau dès que possible et à répéter à chaque fois qu'on a la diarrhée. Et on peut utiliser aussi l'argile pour décontaminer l'eau non potable. Par voie externe, l'argile peut retirer une infection du corps parce que l'argile hydratée crée un champ électromagnétique puissant qui absorbe les toxines à travers la peau et qui aussi stimule les défenses naturelles du corps au niveau de la zone traitée. Donc on recommande des applications épaisses entre 1 et 2 cm d'épaisseur et assez larges. Ça peut extraire des échardes, du venin, des infections profondes et même des fils opératoires non résorbés. L'argile est hémostatique, donc elle a une action cicatrisante grâce à l'alumine. Donc si vous avez une blessure, une coupure, si vous saignez aussi dans votre intestin, comme je disais, si vous avez des diarrhées sanguinolentes, l'argile c'est parfait contre la diarrhée, ça va donner de la consistance à vos selles et ça va stopper les saignements. Par voie externe, on recommande des cataplasmes d'argile froid sur les endroits fiévreux et les régions enflammées, ou des cataplasmes d'argile tiède ou chaud sur les régions hépatiques, les reins, la vessie, les os. Pour plus de détails, allez voir l'article sur mon site. Pour les soins de la peau, on va choisir l'argile selon le type de peau qu'on a. Par exemple, les personnes qui ont une peau sensible, elles devraient plutôt choisir la kaolinite qui est beaucoup plus douce que les autres types d'argile. Pour les personnes qui ont une peau très grasse et acnéique, elles vont plutôt choisir la montmorillonite qui est plus puissante, qui absorbe beaucoup plus d'impuretés à travers la peau et qui est plus asséchante. Et une personne qui a une peau mixte ou un peu grasse, elle va choisir l'ilite, qui est l'argile qui est entre la kaolinite et la montmorillonite. Elle est plus puissante que la kaolinite, mais elle n'est pas aussi puissante et aussi asséchante que la montmorillonite. L'argile a quelques contre-indications. Alors, c'est généralement non toxique. Par contre, il ne faut pas inhaler puisque les molécules d'argile dans les poumons peuvent les irriter et à long terme peuvent créer de gros soucis, notamment des cancers, si on inhale l'argile tous les jours pendant des années. À ne pas prendre en cas d'occlusion intestinale. Par contre, sachez que si vous n'avez pas d'occlusion, l'argile n'en créez pas. C'est juste si vous en avez déjà une, ne prenez pas d'argile. On a retrouvé de très très rares cas d'hypokaliémie, c'est-à-dire de déficience en potassium induite par l'argile. Il ne faut pas prendre de l'argile en cas d'insuffisance rénale grave. Aussi, si vous prenez des médicaments, il faut prendre vos médicaments au minimum 2 heures après l'argile, de préférence 4 heures après l'argile, pour ne pas que l'argile absorbe la chimie de vos médicaments. Ou alors vous prenez vos médicaments 30 minutes avant de prendre l'argile. Et attention aussi, si vous appliquez l'argile sur une plaie, une argile très forte comme la montmorillonite peut faire éclater les globules rouges ou alors inhiber les globules blancs par un collage excessif. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux choisir une argile un peu moins puissante comme une argile ilite. Voilà, et comme je disais, allez voir sur
mon site l'article sur l'argile qui est beaucoup plus détaillé. Là, j'ai pas voulu vous ennuyer, donc j'ai fait une vidéo assez rapide. Notamment dans mon argile, je détaille aussi les vertus nourrissantes de l'argile, hein, puisque c'est une question qui revient souvent. Si on absorbe de l'argile tous les jours, est-ce qu'on finit pas par être déficient? Puisque l'argile pourrait absorber les minéraux dans notre nourriture. Eh bien, dans mon article, je vous montre que non. Il y a de nombreuses études qui ont été faites qui prouvent que l'argile, au contraire d'absorber vos nutriments, elle va vous nourrir et vous donner beaucoup de nutriments. Il y a des tas de tribus dans le monde qui mangent de l'argile tous les jours. Il y a des analyses qui ont été faites des différentes argiles que ces tribus mangent et on voit que selon la préparation de l'argile, selon la source de l'argile, elle peut avoir 10 fois plus de zinc qu'une argile lambda, notamment l'argile transformée par les animaux et les insectes sera très très nourrissante, très très riche en différents minéraux. Donc tout ça, je le détaille dans mon article, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour plus d'informations. Et n'hésitez pas à aller voir mon site et me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.